Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, un peu de cinéma en compagnie de Stéphanie Lapointe et Yann Englund. Un super scénario entouré d'une brochette d'acteurs et d'actrices qui sont incroyables. Aussi, de la course automobile, pourquoi pas, en compagnie de Raphaël Lessard. On va en faire quand même des courses au championnat québécois, mais pas toutes. Et une rencontre en musique avec Élise Dion et Dave Fenley. L'émotion qu'on passe à travers le public. C'est depuis le 9 mai dernier qu'on peut voir sur nos écrans de cinéma le film québécois Fanny, réalisé par Yann Englund. Question d'en savoir davantage sur l'univers de Fanny, on a rencontré le réalisateur, mais aussi l'auteur derrière le film, Stéphanie Lapointe. En compagnie de Yann Englund, aujourd'hui, dans le cadre de la tournée promo pour le film Fanny. Yann, tellement contente de te retrouver. Pareillement, je suis très heureux d'être ici. Alors, vous avez vécu hier visionnement de presse, mais surtout visionnement avec le public en avant-première. Ton cœur se sentait comment avant la diffusion du film? Ah, une vraie belle fébrilité. Parce que tu te dis, OK, là, nous, on a terminé le film. Honnêtement, tout le film s'est terminé il y a à peine 2 semaines. Tout fini, de dire, OK, voilà, c'est fini, tout est là. Et là, de venir à Québec, de le présenter, puis là, de dire à des gens qui connaissent rien de l'histoire, de faire OK, ben voyons voir, ça va être quoi vos réactions. Puis là, moi, après ça, ce que j'aime toujours, c'est qu'on part le film, parce que ça, je me cache à l'arrière, puis là, on regarde les réactions. T'observes les gens. Ben oui, t'observes, sans qu'ils sachent qu'on soit là. Mais oui, de voir ça va être quoi leur réaction, puis de voir qu'ils réagissent à des moments où est-ce que tu pensais pas, puis d'autres moments, tu fais comme oh yes, ce moment-là a fonctionné. Puis tes voix se pencher sur le devant de leur siège, de faire comme de rester à l'alerte, qu'est-ce qui va se passer, puis de réagir au moment dans les émotions. Donc ça a été vraiment fébrilité, mais dès que ça part, mais tu sais, de fébrilité heureuse, de bonne humeur, de le fun, de dire OK, et après le film leur appartient. Le plus beau commentaire que vous avez eu jusqu'ici, c'est un monsieur qui vous a dit « J'ai oublié de respirer pendant le film ». Totalement. Mais ça, c'est tellement une belle remarque. J'ai oublié de respirer pendant le film. Je fais, ben, génial, parce que, tu sais, Fanny, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un film d'aventure, mystère, secret familial. Et puis on part de Montréal, on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent, on passe par Tokyo, on est sur la mer, on est sur la terre et tout ça. C'est Stéphanie Lapointe qui a écrit ce film-là, inspiré de ses livres Fanny Cloutier. Et tu sais, quand tu as des mystères et tout ça, tu veux amener ça avec une gamme d'émotions, avec des montagnes russes d'émotions. Et là, les gens semblent en tout cas avoir réagi à ça. Et ce qui était le fun aussi, c'est que le public qui était là, tu avais autant des ados, tu avais autant des parents avec leurs ados, mais aussi des gars et des filles qui n'ont pas d'enfants, des vingtenaires, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, 60 et plus, qui, puis des gens qui sont venus. Moi, il y a une femme qui me dit, elle a 60 quelques années ou 70 ans, elle me dit, regarde, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis venu avec mes chums de filles, puis on a regardé le film, puis ça nous a parlé, puis on est resté sur. Fait que je fais, yes, fait que pour vraiment tout le monde, c'est ça le but, et de voir ces réactions-là, des gars de 30 ans qui viennent me voir, ils font, OK, on en parle avec nos boys, on a quelque chose, on va venir, j'amène mes chums à compter du 9 mai prochain. Fait que non, vraiment, très heureux. C'est un beau soulagement parce qu'on le sait jamais jusqu'à temps que les gens réagissent. Mais puis Stéphanie a écrit une superbe histoire qui vient nous chercher, nous mettre en haleine, nous questionner. On est comme le personnage de Fanny qui est interprété par Emilia Corbeil-Gauvreau. Et puis, après ça, on est entouré d'une distribution. Si vous aimez Claude Legault, Magali Lépine-Blondeau, Éric Bruno, Hubert Proulx, Marie-Lise Bourque, Emilia Corbeil-Gauvreau. Je me dis, venez voir le film, vous allez être servis, ils sont tous dans le film. Il y a quelque chose de pas gênant dans cette distribution-là. Puis tu parles que ce projet-là est parti, bien sûr, des livres de Stéphanie Lapointe. Stéphanie qu'on connaît, entre autres, pour La Scène, mais là, qui s'est aventurée dans cette nouvelle aventure-là de l'écriture depuis les dernières années. Un projet de 7 ans pour elle. Quand on te propose de travailler sur ce projet-là, ta première réaction, c'est laquelle? Ah ben là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que c'est? Là, ils me disent, ben, regarde, c'est ça, c'est inspiré des livres de Fanny Cloutier. Voici le scénario. Je fais OK. Fait que là, j'ai pris le scénario, je suis allé chez moi. J'ai regardé, j'ai lu ça parce que, tu sais, tu lis le scénario puis tu te dis, bon, ben, faut que je vais être la bonne personne. Je sais pas c'est quoi l'histoire, fait que comment je vais réagir. C'est tellement tout à ton honneur de poser cette question-là et de pas dire oui d'emblée. Mais non, mais c'est parce que, tu dis, faut que je sois la bonne personne pour raconter cette histoire-là. C'est une histoire qu'elle mène depuis tellement longtemps. Et quand j'ai lu le scénario, les pages se tournaient tellement rapidement. J'étais autant comme le personnage de Fanny où je me questionnais sur plein d'affaires. Puis c'est un film aussi qui a des relations entre le père, qui est joué par Éric Bruno, et sa fille. Et tu te dis, ah, OK, un truc relationnel comme ça, mais amené dans une aventure où on est constamment en train de bouger. Ça nous tient sur le bout de notre siège, mais ça vient nous chercher, ça vient nous toucher aussi. On se pose des questions et il y a une belle sensibilité aussi à travers tout ça.
que je m'attendais pas. Et je me suis dit, OK, il faut absolument que je veux raconter cette histoire-là. Fait que j'ai parlé à Stéphanie, puis c'était vraiment ça. On s'est dit, OK, on va raconter un film, cette histoire-là, pour tout le monde. Et on a la même vision. Puis après ça, c'est de s'entourer des gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus brillants que moi. Non, mais c'est ça, là. Et elle tient la même phrase à propos de toi, d'ailleurs. Ah ben c'est gentil, mais je veux dire, tu sais, c'est tous les gens, là, les acteurs, mais toute l'équipe technique aussi derrière, c'est de s'entourer des gens tellement brillants, beaucoup plus intelligents que moi dans leur sphère précise. Tu fais comme, avec ça, on va être capable. Parce que, tu sais, on est à Montréal, on est sur l'eau, à un moment donné, on est dans un bateau, on est sur la terre, on s'en va à Tokyo. Ça prenait des gens qui étaient gutsy, qui avaient du guts, puis disaient, OK, on va faire un film qui bouge tout le temps. Bonne chance à tous, mais en tout cas, la réaction semble être positive. Les gens sauront nous le dire. Je sais que tu as tenu ton point pour ne pas couper ou à peu près aucune scène du film. Tu tenais à sa globalité dans la manière dont vous l'aviez réfléchi, pensé. Dans ce temps-là, est-ce que c'est difficile de tenir les rênes en tant que réalisateur pour s'obstiner avec le cash au-dessus? Ben, en fait, c'est que tout dépend toujours, ça dépend de l'histoire. Puis là, Annie Blais, qui est notre productrice chez Téléfiction, comprenait. Dès les tout débuts, j'ai dit, Annie, en lisant le scénario, je vais dire, regarde Annie, là, ça, là, c'est une histoire qui se raconte toute dans le Bas-Saint-Laurent. Il faut aller tourner là. Puis elle a fait, OK. Parce que ça veut dire de déplacer toute une équipe, puis d'aller là-bas, et tout ça. Puis c'était comme, mais c'était nécessaire parce que le fleuve est important, parce que les lieux sont importants, parce que c'est particulier, le Bas-Saint-Laurent. C'est magnifique, c'est majestueux, mais en même temps, le Bas-Saint-Laurent, en l'espace de 5 minutes, mettons à 13h, c'est un beau gros soleil. À 13h05, c'est rendu qu'il y a de la grosse pluie, il y a des gros nuages. Fait tempête. Fait tempête. Et c'est le chaos qui est super intéressant, qui était dramatique. Fait qu'elle a embarqué, elle fait OK, parfait, je comprends. Fait que est-ce que c'est d'expliquer son point? Parce que fallait aller là, comme à Tokyo. Je dis là, il faudra aller à Tokyo. Elle fait ouais, mais là, Yann, Tokyo. Je fais oui, mais on va y aller avec une micro-équipe, puis on va trouver les endroits, puis comme j'aime dire, les Québécois et les Québécoises on a des grandes qualités. Plusieurs, dont une, on est très respectueux, parce que les Japonais, c'est un milieu très respectueux, mais en même temps, on a un côté rebelle. On a un côté que on peut pas faire ça, on va trouver une façon de le faire. Fait que ce que vous allez voir, parce que le personnage d'Éric Bruno, c'est un scientifique qui étudie les méduses qui sont éternelle. Et ça, les gens ne savent pas, mais et ça, c'est vrai, c'est pas de la science-fiction. Il y a une méduse qui s'appelle la méduse Turritopsis, qui, elle, quand elle vieillit, à un moment donné, elle se dit « Ah, je suis rendu à un point où je risque de mourir, je vais retourner à ma forme primaire de bébé. » Et elle repart son sexe. Si elle est blessée, elle est éternelle. Et donc, il étudie ces méduses-là. Il y a une signification dans le film que les gens pourront découvrir. Fait qu'il y a vraiment un côté comme mystique et tout ça. Fait qu'il s'en va là-bas au Japon, puis là, on l'a suivi. Puis c'est assez particulier. Ce que vous verrez dans le film, on a tourné dans des endroits où est-ce que, normalement, on n'a pas le droit, mais pourquoi pas? Why not? Not coconut, on y va. Il y a juste ma mère qui dit ça, maintenant toi aussi. En terminant, je sens que tu parles beaucoup de ce projet-là avec fierté, avec vigueur, avec conviction. Quelle invitation tu lances aux gens? Moi, je dis, vous êtes ado, vous avez dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, vous avez des familles, vous avez des enfants, ou vous n'avez pas d'enfants. Tu vas aller voir un film où est-ce que tu vas être sur le bout de ton siège, un film d'aventure, un mystère, des secrets familiaux. Tu vas te poser des questions tout le long. Si tu aimes ce genre de film-là, puis des montagnes russes d'émotions, ce film-là est pour toi. Stéphanie Lapointe a écrit un super scénario entouré d'une brochette d'acteurs et d'actrices qui sont incroyables, qui vont vous faire vivre tout plein d'émotions. Si ça vous tente, le 9 mai, ça sort. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est allez-y dès le premier week-end. Regardez, il y a une bande-annonce qui existe, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et partout sur Internet. Fanny, ça s'appelle Fanny. Regardez la bande-annonce. Si ça vous parle, allez au cinéma, peu importe où est-ce que vous êtes. Et dès le 9 février, le premier week-end, c'est tellement important. Puis après ça, on en parle. Si vous aimez ça, là, parlez-en. Le 9 mai prochain, on va au cinéma. Le 9 février, on sera un partant. Oui, oh, c'est vrai, j'ai dit 9 février. C'est pas grave, ça montre que t'es pas parfait, c'est correct, ça te rend tâche. 9 mai prochain, vraiment le 9 mai 2025. Allez le voir si ça vous tente. Yann, merci beaucoup d'être passé par Québec. Bravo pour ce beau travail-là, puis longue vie à Fanny. Puis on va souhaiter, Stéphanie, là, on te parle plein d'autres livres pour qu'il y ait plein d'autres films. Je suis d'accord, tellement d'accord avec toi. Merci. Stéphanie Lapointe, un merveilleux projet, celui que est Fanny, qu'on avait découvert d'abord avec les livres, un projet de 7 ans quand même. Et là, enfin, c'est au cinéma. D'abord, je veux savoir comment ton cœur d'auteur, d'autrice se porte. Plus comblé que jamais. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est un scénario que j'ai mis 7 ans à écrire. Il y a eu les livres de Fanny Cloutier qui ont précédé. Puis, c'est ça qui est beau quand on travaille en équipe comme ça, puis qu'on savait pas si ça allait voir le jour. Puis là, on est là, on a la réaction du public. C'est vraiment du bonheur cette semaine.
Tu as évolué avec une belle brochette d'acteurs, il faut le dire, avec le réalisateur qui est Yann Englund aussi. Ta plus grande fierté de cette équipe-là, ce serait laquelle? La gentillesse, le dévouement, le fait de se dire, c'est rare en 2025 qu'on prend le temps de se dire on va faire un beau film, un bon film. Puis mon autre fierté aussi, c'est d'avoir travaillé dans des si beaux paysages au Québec. Les gens sont tellement fiers de voir que ça peut être des décors extraordinaires comme ceux-là. Il faut voir le film pour comprendre, mais je suis tellement fière de voir mon coin de chez nous au cinéma, au grand écran. Si bien mis en valeur aussi. Fanny raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut découvrir davantage sur son histoire, sa vie familiale par rapport au décès de sa mère, entre autres. Un personnage très fort au niveau féminin. Qu'est-ce que tu apprécies spécifiquement de cette femme-là qui est Fanny? Sa fougue, c'est une ado qui a 16 ans qui va comprendre que sa mère est décédée quand elle avait 4 ans, qui va comprendre que son père, qui est campé par Éric Bruno, lui a caché un gros secret. Et elle va décider que pendant que lui part à Tokyo, elle décide de comprendre ce qui s'est passé. Puis ce que je trouve très, très beau, c'est cette force-là intérieure en elle qui est prête à tout pour comprendre, puis qui va réaliser que c'était vraiment pas... le secret qu'elle allait découvrir était vraiment pas celui auquel elle s'attendait. Est-ce que tu avais cru un jour que ce personnage-là que tu as écrit, que tu as pensé, que tu as porté pendant autant d'années, serait un jour sur nos écrans de cinéma? J'en ai rêvé, là, je vous dirais, dès que j'ai terminé le roman, puis que j'ai vu aussi que ça fonctionnait bien avec le lectorat, les jeunes, je me disais, je le sentais que ça pourrait être un projet de long métrage. Je l'avais écrit comme ça, puis ça a été un rêve que j'ai eu depuis le début, mais après, moi, je suis de l'école de tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Exactement. Là, je pense qu'on peut y croire, mais c'est un grand rêve qui se réalise vraiment, puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous pour aller voir ça. Vous avez eu le visionnement hier avec la gang de Québec, avec le public. Les réactions, comment tu te sens à brûle... Je sais pas si à brûle pour point l'expression. Comment tu te sens? C'est à brûle pour point, hein? Comment tu te sens à brûle pour point après le visionnement? C'est vraiment... Mais tu sais, c'est ça notre salaire, nous, c'est de nous dire est-ce que les gens sont touchés, est-ce qu'ils ont embarqué? Puis tu sais, il y a vraiment un moment où nous, on est là dans la salle en arrière, on regarde les gens écouter le film, puis il y a vraiment un moment où j'ai senti que, OK, ils embarquaient dans l'aventure, tu sais. Puis là, je voyais tout le monde arrêter de manger leur popcorn. Puis à la fin, je voyais des gens de tous les âges, tu sais, qui pleuraient, qui essuyaient. Il y a une dame qui est venue me voir, qui m'a pris dans ses bras, puis elle était inconsolable. J'avais jamais... Oui, j'ai vécu bien des affaires quand j'étais chanteuse, mais là, avec ce film-là, les réactions sont tellement... Tu sais, c'est sûr, il faut aller voir le film pour comprendre, mais c'est une histoire qui est très intense, qui est très touchante aussi, je pense. Puis les gens sont ressortis de là bouleversés, mais pas juste les ados, pas juste essayer. Puis ça, c'est... Moi, j'ai grandi avec les contes pour tous quand j'étais petite, puis c'était mon grand rêve d'écrire un conte pour tous. C'en est pas un, mais de voir que le film plaît à toutes les générations, c'est comme... Case qui est cochée. Ouais, mettons, ouais. Écoute, je suis contente de savoir que 2 fois plutôt qu'une, ta case aura été cochée parce qu'enfin, Fanny est sur nos grands écrans. On vous invite bien sûr à aller voir à la maison ce merveilleux film qui, on va espérer, nous fasse pleurer tous et chacun. Merci beaucoup, merci. Au retour de la pause, soyez là. On rencontre pour vous Lise Dion et Dave Finlay. C'est les 8 et 9 mai dernier que Lise Dion accompagnait sur scène pour une première fois le chanteur de Nashville, Dave Finlay. On a eu l'occasion de les rencontrer lors de leur passage à Québec, ici même au Mila Restaurante. C'est pour leur passage à Québec, plus précisément à la salle Albert Rousseau, que j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Lise Dion et Dave Finlay. Welcome in Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. How do you feel first to be here in Quebec for your show at the Salle Albert Rousseau? It's so good to be back. It's my favorite room in all of Quebec to play. It's so big and people are so generous. I just love it. And it's really going to be special having Lise there with me tonight. For sure. And we have to talk about qu'on a à parler de votre rencontre, Lise. Oui. Comment tu as découvert Dave? Je sais que ça part, si je ne m'abuse, en direct de l'univers avec, bien sûr, l'émission à laquelle tu avais été invitée. Oui, c'est ça. C'était un spécial. Alors, j'ai rempli le questionnaire. Et Claudie, ma fille, m'a fait découvrir Dave. Elle m'a dit... puis dans le questionnaire, il y avait une question, c'est quoi votre dernière découverte musicale? Et là, j'ai écrit Dave. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait « Aïe, aïe! Ils l'ont fait venir de Nashville, tu sais, comme... Ben voyons donc! » J'étais comme... Tu sais, ben voyons donc, tu sais... Ben oui, comment ça se fait, tu sais?
Fait que là, écoute, tout le monde est tombé en amour avec sa voix. Là, l'équipe de France sont tombés en amour aussi. Là, ils sont venus me dire « On a un nouvel ami, c'est Dave! » Puis là, ils ont téléphoné pour faire le jour de l'an. Puis l'histoire d'amour est aussi partie avec l'équipe de France. C'est ça. Après, il a fait un show avec l'Orchestre symphonique de Montréal, non? Ouais. Ah, c'est ça pour le jour de l'an? The first day of year? Yeah. C'est ça. J'étais encore en anglais pour voir si j'ai la bonne réponse, mais... C'est parfait. We traduce, hein? On traduit au fur et à mesure with our good English. Hein? Le verre de vin est pratique dans ce temps-là. Oui, ben c'est pour ça que je bois, parce que je parle mieux en anglais quand j'ai pris un verre de vin. C'est ça, la part. Ouais. That's what I need more whiskey so I can learn to speak French better. It's the good part of it. I want to talk about your collaboration together because Lise will sing with you tonight at the Salle Albert-Rousseau. Et ça va être ta première ce soir du côté de la Salle Albert-Rousseau. Nous, du côté d'Énergie, on a eu une petite première. Tout à l'heure, on était très, très chanceux. Mais why did you decide to collaborate with Lise and to invite her to your show? In music, it's always difficult to break through anywhere. And Lise reached down and found me and picked me up and introduced me to her audience. So I don't feel like I really had to ask her. It was just a natural thing for her to come and sing. And she's so amazing vocally. It's a pleasure to work with her. And now in this capacity, it's even better because I'm not funny in French yet. Mais chaque spectacle qu'il faisait, parce que moi, je l'ai découvert avec Stock on You. Fait que quand j'allais voir ses shows, quand il était rendu à Stock on You, j'allais le voir sur le bord de la scène, tu sais. Fait que là, ça nous donnait l'idée de le faire ensemble. Et je sais qu'on t'a connu dans ton humour pour la chanson qui a toujours été là à chacun de tes spectacles. Tu interprétais, je vais dire, dans ton rôle d'humoriste, la chanteuse. Mais là, de pouvoir partager la scène, est-ce que c'était un rêve pour toi de faire ça, à un moment donné, une petite case qu'on fait le check? C'est sûr, c'était un rêve de chanter, c'est sûr. Moi, je suis une maniaque de karaoké, fait que si tu me donnes un micro, c'est sûr, je vais chanter. Sauf qu'avec Dave, je fais... Au lieu de faire « voilà, tu sais, comme... Parce que là, je suis pas à l'aise dans le rôle de chanteuse. C'est comme... c'est pas ma zone de confort, tu sais, mais les jokes sont ma zone de confort. Et Mais là, je suis curieuse de savoir, ta chanson de karaoké de prédilection, quelle est-elle, Lise Dion? c'est Crying. Oui, c'est quand même une chanson tout en voix. Ah non, mais je la garoche, là, mais pas avec Dave. Ça va être... C'est quelle chanson que vous allez interpréter ensemble? Oh, ben, Stock on You, c'est sûr. Et la deuxième? La deuxième, c'est Aide-moi à passer la nuit. En français, par exemple. It's a challenge for you to play in French. It's so difficult for me, but I have loved learning how to sing a little bit in French, and we have plenty of surprises for the audience, which is so much fun. But she's been so helpful in arranging the show, the emotions, and now even in French, so it's great. On parlait tantôt, tu sais, Dave, il fait des shows, fait que c'est pas long de comprendre de l'émotion du public, de savoir à quelle place rentrer, quelle place on va faire. Et tu sais, parce que comme je parle pas beaucoup anglais, je trouve que c'est un handicap avec lui, mais on a parlé d'émotion avec un dessin en montant le show, tu sais. Fait que, mais il a compris, il comprend tout de suite, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Alors, j'entends, Lise Dion, que c'est un beau défi en tout point, autant humainement, autant pour la chanteuse, autant pour ton français et ton anglais qui sont mis à rude épreuve. Mais j'imagine que pour toi, c'est un beau plan de retraite, tout ça, là. Ben oui, c'est sûr. Si je peux communiquer avec un artiste, l'émotion qu'on passe à travers le public, je l'ai toujours écouté, mon public, quand j'écrivais mes shows. Fait que c'est pas... je les aime d'amour, fait que j'ai le goût qui aime d'amour quelqu'un d'autre. Ouais. Salle Albert-Rousseau, qui est une salle où tu as rayonné à des centaines de reprises. Mon logement à Québec. Ben oui, c'est Ben ton oui. pied à terre, comme on dit en bon québécois. Mais j'imagine que de faire cette première en chanson-là, je vais dire officielle, à la salle Albert-Rousseau, il y a quand même quelque chose de significatif pour toi? Ben, juste revenir sur scène puis voir le public, là, ça va être comme, wow, j'ai le frisson, je t'en parle, puis j'ai le frisson, c'est comme...
En plus, je suis contente que j'ai pris ma retraite, puis le monde, ils m'ont pas oublié encore. C'est impossible, oublier les Dion quand même. Moi, je suis chez nous depuis 1 an et demi, puis c'est comme, tu sais, j'ai fait, ah, ils vont m'oublier, il va arriver des plus jeunes, plus fous, comme Charles Lebois dit, tu sais. Et là, j'ai pas le choix de me poser la question. Ta santé est bonne? Ça va bien à ce niveau? Ça va très bonne. Mon cœur a été réparé. J'ai juste peur qu'il arrive une autre affaire, mais à part de ça, ça va très bien. Mais écoute, tu vas chanter puis tu vas le faire vibrer. C'est ça qui va être magnifique. Exactement. Son cœur, sa voix à lui, va faire vibrer le cœur du public, c'est sûr. Mais sans faire, moi, it was the first time that I was listening you in live, and I was like this. It was really amazing, really, really. Thank you so much to have you here in Quebec City. Lise, merci beaucoup pour ce beau partage qui est Dave. On va vous souhaiter un gros merde, a big wish for tonight. I don't know what is it's like a break a leg, ouais? Break a leg. Je pensais que c'était un déjeuner, moi, ça. Just What's the word? What do you say instead of breaking a leg? Merde. Yeah. so merde for tonight. No say thank you. Just merde. Merde. That's it, learning. Merci à vous tous. Have fun for tonight et du plaisir et bon retour à San Albert Rousseau, Lise, vraiment. Merci. Bye. Restez là sur la clique parce que dans un instant, on jase course automobile avec Raphaël Lessard. Le pilote automobile Raphaël Lessard accumule les projets pour la prochaine saison, lui qui prendra le cap des États-Unis pour sa saison 2025. On a eu l'occasion de le rencontrer durant son passage au Salon Autosport de Québec. C'est Jérémy Point pour La Clique. Je suis présentement avec Raphaël Lessard, le double champion en titre du circuit LMS. Comment ça va, Raph? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Écoute, 2 championnats de suite, un 3e cette année peut-être? Peut-être, mais ce coup-ci, du côté des États-Unis. Fait que cette année, on fera pas le championnat ACT Québec, mais on va faire le championnat ACT US. Fait que c'est un gros challenge pour nous, des nouveaux circuits contre des nouveaux concurrents. En fin de semaine, on course au Vermont. On va être très, très occupés, mais on va en faire quand même des courses au championnat québécois, mais pas toutes. Est-ce qu'on va te revoir au circuit de Montmagny? Montmagny, c'est sûr qu'on va être là une couple de fois. Le championnat ACT US vient 3 fois au Québec. Fait que Montmagny une fois, Vallée-Jonction et Sainte-Croix cette année. Fait que c'est 3 circuits qu'on va être là, c'est sûr. Puis Montmagny pour peut-être quelques autres courses aussi. C'est pas la première fois que tu courses aux États-Unis. Tu avais déjà gagné une course avant. As-tu de l'espoir de gagner le championnat aux États-Unis? Ouais, ben j'aimerais ça. Tu sais, ça serait mon 2e championnat aux États-Unis. J'ai déjà gagné en 2016 la série Car Store en Super Late quand j'étais plus jeune, mais là, on y va pour un 2e. C'est ça l'objectif. Tu serais probablement le premier Québécois à courser, même à gagner un championnat aux États-Unis. Comment on se sent là-dedans? On se sent toujours bien, mais tu sais, faut travailler fort, puis il faut que je sois focus à toujours essayer d'être plus rapide. Il faut que mon équipe donne tout ce qu'ils ont aussi, parce que tu sais, un championnat, ça se gagne en finissant nos courses. Il faut que la mécanique suive. Il faut que moi, je sois à mon meilleur. Il faut pas que je fasse d'erreurs sur le circuit. Il faut que je sois tout le temps... faut qu'on prenne des risques, mais calculés. Fait que c'est l'important, c'est de finir les courses. Puis je pense que si on donne tout ce qu'on a, on va être correct. Retour sur la dernière saison 2024. Comment ça a été de ton côté? Ça a super bien été. On a eu beaucoup de défis. Mais regarde, on a gagné 6 courses sur 10 dans le championnat ACT Québec. Ça a été toute une saison. La rue Motorsport m'avait donné une très bonne voiture tout au long de la saison. Puis à part de ça, on a gagné au Grand Prix de Trois-Rivières, le défi urbain. On a fini 3e sur le podium en NASCAR Canada. 3 courses dans la même fin de semaine parce que je coursais à Vallée-Jonction aussi la même fin de semaine du Grand Prix, puis 2 classes au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est que ça a été rempli de nouveaux, puis on a été rempli de courses. Là, on a fait des courses à toutes les fins de semaine. Je t'ai déjà vu courser et en une course, en 10 tours, tu étais 7e, tu as passé à 2e, les 10 derniers tours de la course. C'est quoi ton truc? Ben, tu sais, c'est d'essayer de pas faire comme les autres, d'essayer des nouvelles lignes de course, de toujours essayer d'aller plus vite. Tu sais, souvent, là, qu'est-ce que tout le monde fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Fait que moi, durant une course, j'essaye n'importe quoi. J'essaye... Quand je suis pas capable de dépasser en ligne intérieure, j'essaye extérieure. C'est vraiment aussi d'essayer d'anticiper. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je course que je suis capable des fois d'anticiper des choses qui vont se produire avant même que ça se produise. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que dans le trafic, j'essaye de toujours m'améliorer puis de travailler là-dessus. Là. Et parlant de remonter, la même fin de semaine que le Grand Prix de Trois-Rivières, comment ça a été cette course-là?
Ah, ça a été super bien. En NASCAR Canada, on a fini avec une 3e place. Premier podium en NASCAR Canada au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça a été une course là, assez stressante parce qu'on était un des premiers à faire l'arrêt au puits, à mettre de l'essence. Puis normalement, tout le monde autour de moi manquait d'essence, mais j'avais économisé le plus que j'étais capable parce que je savais qu'on allait être serré. Puis tu sais, quand je voyais le monde qui avait pité après moi, qui avait mis de l'essence plus tard, puis qui manquait d'essence, j'étais sûr que j'allais en manquer. Finalement, j'ai réussi à économiser assez avec mon expérience. Puis je pense à 30 secondes après le start-finish line, après le drapeau à damier, on a manqué d'essence. Fait que c'était vraiment le temps que ça finisse, mais on a eu toute qu'une bagarre à la fin, les 2 derniers virages. Ça a joué rough, ma voiture était en un morceau jusqu'à temps qu'on arrive les 2 derniers virages. Là, mais je pense que je m'en fais parler à toutes les fins de semaine. Je pense que tout le monde a trippé. Et pour un jeune qui désire se lancer dans la course, quel conseil tu peux lui donner? De foncer, de jamais lâcher, puis tu sais, aussi d'être bon sur les réseaux sociaux. Pour la course automobile, c'est vraiment une question de commanditaire, souvent. Fait que c'est essayer de se bâtir un brand autour de tout ça pour être capable de se vendre, puis vendre sa voiture pour avoir le plus de commanditaires possible pour pouvoir aller aux courses. Raphaël, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente saison. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.